BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois celui qui va transporter de nombreux Français, mais pas que. C'est le cofondateur et le directeur général, le patron de Blablacar. Bonsoir Nicolas Brusson. Merci d'être là parce qu'il y a eu un scoop aujourd'hui incroyable. Vous avez révélé pour la première fois votre chiffre d'affaires. Donc, c'est vous dire si il se passe des choses dans la French Tech. Même les licornes commencent à publier leur chiffre d'affaires. Bon, je fais un petit peu d'humour. Juste, je voudrais une réaction. Vous avez entendu à l'instant Claude Maluret, donc le sénateur qui était le rapporteur sur la mission TikTok. Vous qui êtes, vous êtes né, vous êtes baigné, vous êtes comme Astérix, vous êtes tombé dans Obélix, tombé dans la potion magique. Est-ce que vous estimez qu'il faut interdire TikTok ou pas? Parce que justement, le contrôle est quand même assez étrange, on va dire. Non, j'ai pas d'opinion particulière sur TikTok. J'utilise pas TikTok, je suis pas ça de près pour être très honnête. Ouais. Donc j'ai pas d'opinion particulière sur TikTok. Ensuite, est-ce qu'on doit de plus en plus réguler ces plateformes? C'est évident et je pense que c'est en train de se faire et c'est ce qu'on voit souvent. Il y a toujours un peu un retard de phase entre l'utilisation et la régulation. Ouais. Alors Blablacar, je disais pour la première fois, vous avez publié votre chiffre d'affaires, 197 millions pour 2022. Il faut dire que vous revenez de loin parce que la crise de la Covid, et bien évidemment pour vous, ça vous a arrêté. Et puis en plus, vous avez dû couper votre bras russe, donc qui était un marché très important pour vous. Donc là, enfin, vous respirez. Juste avant de rentrer dans le dur du dur, on peut regarder comment ça se passe, les réservations pour cet été, comment vous avez le sentiment que ça soit aussi bien sur Blablacar que sur les bus? Oui, ça reste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'été et de manière générale 2023 reste assez compliqué à prédire parce qu'on est encore dans cette dynamique post-Covid. Donc on a une dynamique 2022 qui est vraiment le retour à la normale, mais qui n'était pas la même normale qu'avant, parce qu'on a des prix d'essence qui ont explosé, on a de l'inflation, etc. Donc on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Donc là, c'est la première année 2023 qu'on va pouvoir enfin comparer à 2022 dans cette nouvelle normale. Maintenant, on attend quand même des chiffres plutôt records sur la France cet été. Donc en gros, on va attendre 3 millions, un peu plus de 3 millions de covoitureurs, un peu plus d'1 million de passagers dans les bus, qui devrait en faire une année, la meilleure année en France. Et à l'international, ce sera clairement la meilleure année parce qu'on a plus de croissance hors Europe qu'on en a en Europe. En 2022, vous aviez 18 millions de voyageurs. C'est quand même beaucoup. Vous pensez que vous allez je sais pas, atteindre la barre des 20 millions? Alors, pour préciser les chiffres, non, on avait en 2022, c'est un peu plus de 22 millions de personnes, comme vous et moi, qui ont voyagé en tant que passagers. Et on a à peu près 7-8 millions, si je ne me trompe pas, de personnes qui ont utilisé le service en tant que conducteur. Si on regarde la volumétrie voyageurs, on est quelque part entre 80 et 90 millions de voyages entre les passagers et les conducteurs sur 2022. Donc c'est ça la volumétrie globale. Là, évidemment, c'est un peu trop tôt pour savoir exactement le nombre de réservations sur Blablacar. Les prix vont être les mêmes ou alors là aussi ça explose comme l'inflation fait que tout explose? J'imagine que Blablacar aussi. Non, ce qu'on observe, en fait, on a deux dynamiques. Si on va prendre la France, parce qu'ensuite il y a des dynamiques très très différentes selon les pays. Si on regarde la France, le covoiturage, les prix ont légèrement augmenté parce que les conducteurs et conductrices proposent des prix légèrement supérieurs. Mais finalement, c'est assez faible et ça suit à peine l'inflation sur le covoiturage. Et on est sur des prix relativement fixes. C'est-à-dire que généralement, le covoiturage est très attractif pendant l'été parce que les trains, les bus sont pleins, sont chers, etc. Et donc, on a une courbe de prix dynamique qui est beaucoup plus molle, en fait, sur le covoiturage. Sur les bus, en fait, les bus et les trains suivent maintenant, on parlait de la Renfe un peu plus tôt, mais en fait, un pricing qui est beaucoup plus dynamique. Donc, en effet, on a des prix qui peuvent aller de 10 € à 70, 80 €, enfin, comme sur le train finalement. Et généralement, oui, on voit que l'ensemble du marché a augmenté les prix et la demande de manière générale a augmenté avec ça. Et votre commission, la commission Blablacar, elle a augmenté? Non, la commission est stable. Donc en fait, la partie qui en effet génère notre chiffre d'affaires, parce que notre parle de chiffre d'affaires, il est basé là-dessus. Voilà, oui. c'est cette commission. C'est des revenus presque. Voilà. Exactement. Donc nous, quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de commission, on ne parle pas du volume d'affaires qui est l'ensemble transacté. Ça n'a pas changé. Ouais. Et le volume transacté, il est de combien? Comme vous dites. Le volume transacté au niveau global, si on regarde 2022, on va être autour de 850-900 millions d'euros à peu près. On s'approche du milliard d'euros transactés au niveau global. Oui, donc c'est pour ça que quand on dit 197 millions, vraiment c'est des revenus. C'est vraiment les revenus. Pour vous, exactement. pour Blablacar. Exactement. Et peut-être pour rappeler le business model.
Nous, on prend une commission sur les transactions, mais on n'est pas, à proprement parler, un opérateur, dans le sens où on ne possède pas de bus, on n'embauche pas de conducteur de bus sur la partie bus, et évidemment, le covoiturage, on n'embauche personne, donc on est vraiment une place de Il y a marché. combien de personnes référencées aujourd'hui chez Blablacar qui peuvent justement Qui se sont inscrits. qui se sont inscrits, Aujourd'hui, ça doit être... servir de conducteurs? Alors, qui peuvent servir de conducteurs ou de passagers, parce que finalement, quand on s'inscrit en tant que membre de la plateforme et de la communauté. On en a plus de 110 millions inscrits. Et en France ? Et en France, on doit être à 22, 23 millions. C'est à peu près... En gros, qu'on regarde en termes de communauté ou en termes d'usage, la France représente à peu près un petit quart de l'activité globale. Ouais. Alors justement, si on jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'international, donc la Russie, c'est terminé ? La Russie, l'activité, on en avait déjà parlé, finalement ça n'a pas changé. Donc la Russie, on a arrêté d'investir, l'activité est complètement isolée. Aujourd'hui, c'est une partie assez faible en fait de l'activité et du chiffre d'affaires. Mais on a toujours une présence indirecte, mais on a toujours une présence aujourd'hui en Russie, mais qui est complètement locale en fait. Donc Quels sont les autres gros marchés dorénavant pour vous, pour Blablacar ? Les plus gros marchés, donc si on regarde l'Europe, France-Espagne, ensuite on va avoir Allemagne et la Pologne. Ensuite, la moitié aujourd'hui de l'activité, même un peu plus de la moitié de l'activité est hors Europe. Et ça va être Brésil en numéro 1, Inde, Mexique. Et puis ensuite, derrière, c'est une multitude de pays avec la Turquie et puis des pays un petit peu plus petits, mais qui forment un tout assez conséquent. Et comment, par exemple, au Brésil, vous avez combien ? Parce que c'est un énorme pays. Vous avez combien d'inscrits sur votre plateforme ? Au Brésil, aujourd'hui, on a dépassé les 10 millions d'inscrits avec une activité par membre qui est supérieure, parce que c'est une communauté plus jeune. En nombre de passagers, d'ici la fin de l'année 2024, le Brésil est plus gros que la France. Donc la France ne sera plus le plus gros pays à partir de l'an prochain, en gros. Pourquoi c'est toujours un gros mot de donner des chiffres lorsqu'on est dans la French Tech, lorsqu'on est une licorne, Nicolas ? Des chiffres d'affaires. Chiffre d'affaires, je sais pas, non, même des revenus, enfin voilà, ce qu'on demande à tout patron qui est ici, sauf à des gens comme vous. Parce que vous nous dites, non, désolé, on ne donne pas nos chiffres. Aujourd'hui, on est plutôt, j'ai envie de dire, dans l'exception de la French Tech qui donne des chiffres. Non, mais je pense que c'est le propre des sociétés. Des chiffres, un chiffre, quoi. C'est le propre des sociétés non cotées, en réalité. C'est-à-dire que toutes les sociétés privées qui sont financées par du capital risque, etc., ne communiquent pas leurs chiffres. Et on commence à communiquer les chiffres quand on devient coté, ce qui n'est pas notre cas, ou quand on commence à avoir une taille assez conséquente et qu'on nous a posé la question plusieurs fois et qu'on finit par répondre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est en train d'atteindre une taille, une maturité qui fait que ça devient cohérent de parler de nos chiffres de grande masse, de nombre de passagers et de chiffre d'affaires, en fait, et de donner un petit peu une idée de ce que représente non seulement l'activité, mais aussi le business Blablacar. 2023, vous l'avez dit, vous pensez que ça sera une année record pour votre entreprise. Vous misez beaucoup sur le trajet domicile-travail. Pour vous, c'est un axe de développement. Vous avez même racheté une société, je crois que c'était en mars dernier, Klaxit. Comment est-ce que ça fonctionne, sachant que c'est subventionné ? En fait, il y a une prime pour ce type de covoiturage. Exactement. Donc déjà, l'activité cœur aujourd'hui, c'est la longue distance avec le covoiturage et le car. Et on va continuer ça dans tout un tas de pays. Et c'est vraiment cette vision multimodale d'être une plateforme qui agrège les sièges dans les voitures, les sièges dans les bus. On agrégera à un moment les trains et on essaiera de combiner tout ça. Ensuite, la suite logique du covoiturage, c'est d'aller sur des distances plus courtes et des fréquences plus élevées. Et donc, on tombe sur le domicile-travail. Donc, j'ai envie de dire, l'activité en tant qu'utilisateur, c'est la même. C'est je partage ma voiture, quelqu'un réserve un siège dans ma voiture. Le business model est en effet différent. Parce qu'en fait, on est sur des trajets pendulaires où les gens se connaissent. Et le business model, en fait, dépend de l'intervention, en fait, d'une subvention qui vient de la LOM qui avait été votée en 2019 et qui permet aux régions de subventionner le covoiturage. Donc en fait, ce qui est fondamental qui s'est passé en 2019, mais qu'on n'a finalement pas vu à l'œuvre avant 2022 et aujourd'hui, c'est faire rentrer le covoiturage domicile-travail comme moyen de transport public pour les régions et qui peut être subventionné au même titre qu'un car, qu'un tram et qu'un métro. Donc en effet, on est sur un business model légèrement différent. Et est-ce que ça marche ? Est-ce que ça y est, la machine s'enclenche ou pas ? Parce que on en a déjà parlé ensemble, on en a parlé avec Frédéric Mazzella, mais à chaque fois vous dites, vous employez presque le futur en disant, voilà, c'est quelque chose qui va se développer, qui se développera, etc. Ça veut donc dire que c'est pas encore dans les habitudes. Alors, le potentiel est énorme. Donc en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, ça commence à peser dans notre volumétrie passager, dans notre revenu ? Oui.
Donc aujourd'hui, on commence à peu près 10% de l'activité Blablacar en chiffre d'affaires cette année, voire plus, va être générée par du domicile-travail. Donc ça commence à être, on n'est plus dans l'épaisseur du trait, ça commence vraiment à compter. En nombre de passagers transportés, c'est en train d'exploser. Donc là, on va faire à peu près 100% de croissance, on va doubler entre 2022 et 2023, voire plus. Donc c'est en forte accélération. Maintenant, quand on compare ça au potentiel, c'est-à-dire qu'on parle de 17 millions, alors il y a plusieurs chiffres, 15, 17 millions de Français tous les jours utilisent leur voiture pour faire du domicile-travail. Le covoiturage là-dedans est extrêmement petit. On parle de 100 000, 200 000 trajets, donc on est encore dans les balbutiements de ça. Mais encore une fois, je pense que ça marchera avec un bon produit, c'est ce qu'on essaye de faire, avec une volonté politique qui est aujourd'hui en place. Donc il y a les outils, il y a la LOM, il y a une volonté politique, il y a un plan covoiturage qui a été lancé en début d'année. Et ensuite, les régions commencent maintenant à s'emparer de ça et commencent à subventionner du covoiturage. Et puis plus ça marche, plus ça va être subventionné. Donc non, je pense qu'il y a. Il faut combien de temps, à votre avis, pour que ça se développe? Je sais pas, c'est. Ça se développe là, maintenant. Enfin, oui, mais pour que les chiffres. Ça rentre vraiment, ça soit significatif. Voilà. Je sais pas, c'est quand même des effets boule de neige en fait qui accélèrent, mais quand on commence à voir des chiffres de plus de 100 000 qui doublent tous les ans, je pense d'ici 2, 3, 4 ans, ça sera relativement important pour le mode de transport. Il y a justement, il y a votre concurrent Flixbus, l'allemand, qui vous attaque là-dessus, enfin qui attaque le dispositif d'État de cette prime versée. Ça vous inquiète? Non. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, c'est un dispositif qui est là pour... Alors, le dispositif, c'est quoi? C'est inciter des conducteurs et des conductrices à se mettre au covoiturage. Et au bout d'un certain nombre de covoiturages, principalement sur le domicile-travail, qui a à peu près rien à voir avec les trajets à longue distance, le covoitureur, en fait, reçoit 100 € de bonus. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place par l'État. C'est construit autour de certificats d'économie d'énergie qui existent depuis 10 ans. Donc il n'y a pas de risque de subvention déguisée. Pas de distorsion de prix, en fait. Donc on parle de deux choses complètement différentes. Parce qu'en fait, vous n'avez quasiment pas de concurrents. Vous êtes leader en France, ça c'est clair. On peut dire que vous êtes leader mondial du covoiturage ou pas? Non, peut-être pas aux États-Unis. On est leader, clairement. Alors, il n'y a pas vraiment de notre activité aux États-Unis. Est-ce qu'on est leader du covoiturage? Oui, aujourd'hui, on est les seuls à faire ça. Est-ce qu'on n'a pas de concurrents? Non, on a de plus en plus de concurrents. En fait, si on regarde le marché, notamment longue distance, justement, c'est ce qui se passe à peu près dans tous les marchés. On a vu une fragmentation de l'offre, une multiplication de l'offre. Si on regarde il y a 10 ans, quand on s'est lancé, ou en tout cas quand ça a commencé à décoller, il y avait les trains SNCF à prix quasiment fixe et le petit Astérix, pour reprendre Astérix, qui se lançait avec le covoiturage. Aujourd'hui, il y a l'écart longue distance, il y a les trains, la SNCF a multiplié les offres, la Renfe est en train de rentrer, Trenitalia est déjà rentré. Donc aujourd'hui, on a tout ça, ce sont des substituts ou des concurrents directs ou indirects. Oui, mais ça marche sur les grands trajets, mais peut-être sur les trajets transversaux. On sait qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est vrai. Donc c'est peut-être là où vous existez. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que le covoiturage, en fait, il y a 10 ans, était plutôt, en concurrence relativement directe avec le train. Paris-Marseille. Exactement. On faisait, c'était du Paris-Rennes, du Paris-Marseille, et c'était moins cher. Social, environnemental, etc. Aujourd'hui, on voit que le plus gros de l'activité covoiturage, et là où ça a le plus de sens, c'est plutôt des trajets, en effet, transversaux, banlieue, vers campagne, etc. Donc, je ne sais pas si je veux faire un ouest de Paris vers un petit village en Bretagne à Sarzeau, le covoiturage, c'est super pratique si je trouve un covoitureur, si on a une densité qui fait que je trouve un covoitureur. Est-ce qu'il y a une prime? Est-ce que, je sais pas, il y a un rabais, il y a une commission moindre si jamais, si votre voiture est électrique? Une incitation alors c'est quelque chose qu'on pourrait... À la décarbonation, ça serait quand même assez bien dans la ligne alors c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. En fait, le point de vue qu'on a là-dessus, c'est que chacun en fait, a un rôle à jouer là-dedans. Nous, notre rôle, c'est de partager les voitures, qu'elles soient électriques ou pas finalement. Et dans la décarbonation, c'est ça qu'on apporte. C'est-à-dire passer de, en moyenne, 1,7 personnes par voiture à 3 ou 4 personnes par voiture. Ensuite, il y a tout un tas d'autres acteurs qui travaillent sur électrifier le parc. Donc ensuite, est-ce qu'on peut imaginer d'un point de vue plus marketing des offres différenciées? Peut-être qu'on le fera, mais très honnêtement, je ne pense pas que c'est Blablacar qui va pousser, qui va permettre de faire un grand changement sur l'électrification du parc. Et vous avez dit justement que votre objectif était de faire de Blablacar le leader mondial des trajets intercités. C'est-à-dire qu'effectivement, les trajets à la limite qu'on a du mal à faire en train. Donc, oui, et même l'idée est de commencer à partir de probablement l'an prochain, progressivement à agréger du train aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette plateforme qui permet de tout trouver pour des trajets de 40 km à 600, 700 km. Donc des trajets qui se font en voiture,
en car ou en train. Donc l'idée, c'est d'agréger tout ça dans le plus de pays Mais possible. quand agréger l'offre train avec Blablacar, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un accord avec la SNCF ou comment ça peut se passer? C'est ce que font tout un tas de plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde Oui, c'est une peut plateforme de distribuer. mobilité. C'est une plateforme de mobilité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on est déjà. Par exemple, prenons un pays comme le Brésil, qui va devenir probablement notre plus gros pays et qui est déjà le deuxième plus gros pays. Au Brésil, on agrège des centaines d'opérateurs, des autocaristes en fait, parce que c'est un marché qui est très fragmenté. Dans le monde, entre la Pologne, l'Ukraine, le Brésil, etc., on a plus de 2000 compagnies de cars, donc des espèces de mini SNCF d'autocars, qu'on agrège sur la plateforme. Donc à terme, notre vision, c'est ça, c'est d'agréger tous les modes de transport et créer une application sur laquelle les gens peuvent choisir et trouver la meilleure solution de prix, de temps, de est-ce que je peux me faire déposer en bas de chez moi par un covoiturage, etc. Vous vous lancez là, pour le coup, c'est dans les bus, Blablabus. C'est pas facile à dire. Enfin, vous vous lancez en Allemagne. Vous voulez justement concurrencer Flixbus. Non, l'Allemagne, en fait, on a des lignes qui s'étendent en Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas du tout le cœur du réseau. C'est-à-dire que si on regarde en Europe, le cœur du réseau bus est clairement en France. Ensuite, la nature des lignes d'autocars sont des lignes qui peuvent faire jusqu'à 1000 km. Donc naturellement, on va jusqu'à Zagreb, on va jusqu'à Amsterdam, on va en Espagne, au Portugal, etc. Mais le cœur du réseau et le cœur de la stratégie, c'est la France et on est en nénuphar. En nénuphar, c'est joli comme expression. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires maintenant qu'on le connaît, enfin du moins de votre revenu, le bus? Si on regarde en chiffre d'affaires, par des règles comptables, c'est un peu compliqué de le regarder comme ça, mais si on regarde en marge brute, ou en tout cas ce que ça apporte vraiment au business, c'est à peu près 20-25%. Donc le bus, au niveau global, le bus en France représente à peu près un quart, un tiers de ça. Ouais. Vous avez 350 salariés à peu près Aujourd'hui, on a donc 800 salariés. Ouais. Ouais, non, parce que 800 personnes. 350 en France. En France, on doit être quasiment 500 maintenant. Donc non, ça a quand même pas mal augmenté. Ceci étant dit, on est sur des chiffres qui sont pas à des années-lumière de 2019. Donc tout simplement parce qu'on est passé par la Covid où on n'a pas grandi les équipes. Pendant la période 2020-2021, on n'a pas débauché, on a gardé les ingénieurs, on n'a même pas mis les ingénieurs au chômage partiel. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'équipe croît, mais de manière modérée. Et une partie de l'activité, notamment hors Europe, est en train d'accélérer. Donc on est dans cette phase, j'ai envie de dire, de post-adolescence de la société et de trajectoire vers de la rentabilité. Voilà, c'était de garder la question pour la fin. Vous n'êtes toujours pas rentable? 2022 ne l'est pas, mais clairement, on est en train de passer à la rentabilité. Là, c'est l'objectif. En 2023. Vous serez rentable en 2023. Attention, c'est enregistré. Hein, ouais. Non, aujourd'hui, pré-été, c'est toujours compliqué. Une grosse partie quand même du business dans tous les pays se fait pendant l'été. Enfin, on vient d'en parler. Mais l'objectif, c'est en effet de passer à de la croissance rentable. Donc c'est la suite de l'histoire de Blablacar, c'est la croissance rentable. Est-ce que la suite de la suite, ça serait toujours ma fameuse question, introduction en bourse un jour ou pas du tout? Alors, un jour, peut-être, sûrement. Non, mais est-ce que vous voyez plutôt en train de vous vendre à la SNCF ou à Renfe, je dis ça comme ça, ou pas? Moi, je me réveille vraiment pas le matin en me posant ce genre de questions. Donc en fait, non, très sincèrement, on pousse l'activité. On aimerait rester indépendant, ce qui répond à la question de se vendre à quelqu'un. Donc non, on va sûrement pas essayer de vendre le business rapidement. Maintenant, pour revenir sur la bourse, est-ce qu'il y a un plan court terme d'introduction en bourse? Non, parce que la dynamique en ce moment pour rentrer en bourse n'est pas fantastique. Oui. Parce qu'on n'est pas en train de... Non, mais je regardais justement un peu la trajectoire de Blablacar. Et je pense aujourd'hui que c'est une belle trajectoire post-Covid. Je pense qu'on est encore relativement petit en réalité, par rapport à des sociétés qui peuvent s'introduire en bourse aux États-Unis. On est encore sur des tailles qui sont relativement modestes. On parle de 200 millions de chiffres d'affaires. Je pense qu'on a encore besoin peut-être de doubler, de tripler ça avant finalement de peser en bourse comme quelque chose d'intéressant pour un marché boursier. Donc aujourd'hui, non, on n'est pas en train de se préparer activement à ça, mais ça viendra peut-être un jour. Vous êtes un peu le pionnier de la French Tech, Blablacar, Nicolas. Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, le plus dur est passé ou pas pour la French Tech française? Pas qu'à de dire si elle est French. Non, c'est une bonne question. Je pense que la French Tech et la tech de manière générale... Alors, nous, on est un petit peu une exception parce qu'on n'a finalement pas profité de la Covid. Nous, on avait le vent de face pendant Covid et puis maintenant, on a enfin le vent arrière et puis on reprend le business à peu près normalement. Ce qui s'est passé quand même en 2021, c'est qu'il y a eu des levées de fonds records.
des valorisations records, probablement des survalorisations. Une bulle, quoi. On peut dire une bulle. Une bulle. Et surtout, si on regarde ça plutôt, si on se met à l'intérieur des sociétés, il y avait des trajectoires de croissance qui étaient espérées pour 2022-2023 qui ne se réalisent pas. Par contre, les gens ont embauché, ont commencé à investir pour ces courbes de croissance. Donc là, oui, il y a une phase de digestion dans la French Tech où je pense qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui sont en train de digérer cette croissance qui n'est pas venue, qui sont en train de rationaliser. Donc il y a un test. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vu qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont levé beaucoup en 21-22, je pense qu'on n'a pas encore eu le moment pénible de finalement se refinancer et finalement découvrir si le prix qu'on avait en 2021 quand même qui sont toujours plus du tout la même tête. Hein. Donc non, je pense qu'on est au milieu du tunnel, moi je dirais. Et en termes de recrutement, par exemple chez BlaBlaCar, est-ce que vous avez du mal à recruter ou pas? Ça reste le marché des développeurs des techs de manière générale reste tendu. C'est la foire d'empoigne. Ça reste tendu. Je pense que ce qu'on observe par rapport à 2021, début 2022, c'est qu'il y a moins d'exubérance. Clairement, on voit que ça s'est un petit peu rationalisé, c'est en train de se calmer. Maintenant, ça reste un marché des talents qui est extrêmement tendu, et sur la tech en particulier. Donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire si on est développeur, on ne cherche pas du travail très longtemps. Ça, c'est clair. Et les salaires, ils ont augmenté? Et les salaires augmentent, oui. Ah oui, ça on le voit très clairement sur l'ensemble de la masse salariale. Mais donc à terme, il faudra bien que vous augmentez votre commission, parce que sinon votre équation elle serait intenable. Il y a le volume quand même. On travaille surtout sur le volume, nous. Donc, aujourd'hui, la croissance pour nous est portée principalement par des effets volume, aussi par des effets prix, mais je veux dire, sur les taux de croissance sur lesquels on est, c'est le volume qui domine. Et on sent, Nicolas Brusson, que vous avez retrouvé un peu de la confiance, que les choses vont beaucoup mieux et que là, ça y est, maintenant, vous avez tracé une courbe, mais ascendante cette fois-ci. Ascendante, après, en effet, un parcours, on va dire, non linéaire. Oui, on peut dire ça comme ça, les montagnes russes. Merci beaucoup, Nicolas Brusson, d'avoir été avec nous, donc cofondateur, directeur général de BlaBlaCar. Voilà, c'est la fin de cette interview. Tout de suite, la French Tech. Évidemment, si vous voulez réécouter Nicolas Brusson, le petit QR code s'affiche comme tous les soirs pour ceux qui regardent la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business en replay. Et puis surtout, restez sur BFM Business. On part tous à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques avec des interviews, des débats passionnants. Bonne soirée.